Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents qui encourage les personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on va explorer le voyage inspirant de Louis Savary, que je connais bien, pour enrichir votre vie professionnelle. Bonjour Louis, Bonjour Philbert, comment vas-tu? je suis ici à la Maison de l'Europe Ouais. aujourd'hui, qui est un lieu d'association aussi dans lequel je suis. Donc voilà. Merci d'ailleurs de nous inviter à la Maison de l'Europe parce que c'est un lieu quand même assez intéressant justement pour parler de notre sujet aujourd'hui. Alors, je rappelle le principe de l'émission, Libérez vos talents s'appuie sur le livre Libérez vos talents qui s'appuie sur l'aliment de 5 planètes. Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, la planète potentielle, développer ses aptitudes, passion, ses appétences, professionnalisme, ses compétences, projet, développer son étoile, et puis le perfectionnement, développer ses connaissances. Est-ce que toi, tu aurais une planète privilégiée? Je pense que quand on a eu une activité professionnelle riche, hein, voilà, après on peut donner un peu de temps aux autres également aussi. Moi, je pense qu'on le fait par passion. Bon, prenons passion alors. Ouais. Oui, pourquoi plus particulièrement ça, dans le détail? Pourquoi la passion pour toi? Ben, la passion, je pense que d'une part, euh, quand on est dans une vie professionnelle, qu'on s'est fait beaucoup de réseaux, et que je pense qu'on veut toujours être utile à la société. Hein, je Hmm. pense que c'est tout ça. Et d'autre part, qu'on se sent en mesure d'apporter des choses à des collègues, à plein de monde, et de faire des choses dans différents domaines, le social, etc. Ben, je pense qu'on s'engage. C'est pour ça qu'on y va. Engagé, oui, tu as dit le mot, tu es quelqu'un On- d'engagé. Un petit mot sur ton parcours professionnel, quand même, qui est assez riche, que les Oui, bon, auditeurs comprennent. après avoir fait quelques études, ingénieur, avoir fait également aussi un DEA en thermodynamique, après faire un doctorat en sciences Hein. économiques à Dauphine. Voilà, mais j'étais entré dans une grande entreprise qui s'appelle EDF et Gaz de France. Hein, donc j'ai fait les deux et j'ai été dans différents coins de France et puis aussi à l'étranger, donc effectivement. Et je suis revenu à Nantes comme directeur interrégional et j'étais également aussi PDG des filiales du groupe en Hongrie. Donc voilà, donc 10 000 personnes ici en gestion et 3 000 en Hongrie. Donc, en termes de management, tu en connais un rayon, comme on dit. Hein. Oui, mais on le fait, le management, ça ne se fait pas seul. Hein, on le fait parce qu'on a une équipe autour de soi, parce qu'on a confiance dans les gens avec lesquels on travaille. Et c'est également aussi tout ça. Et c'est ça qui fait la clé de la réussite. Il ne faut pas l'oublier. Oui, alors, aujourd'hui, tu as combien à peu près d'implications? Tu es engagé dans combien d'associations ou d'actions, on va dire? Nombreuses, trop, et puis d'autre part, on est toujours appelé à faire telle et telle chose. Je dois en avoir 17 ou 18. Hein, voilà. 17 ou 18. Oui, oui. Par exemple, je sais, la Maison de l'Europe, tu es vice-président. Vice-président et trésorier de la Maison d'Europe. Ouais, Voilà. puis, par exemple, l'Institut Kervégan aussi. L'Institut Kervégan. On est tous les deux d'ailleurs. Où je suis vice-président également aussi à l'Institut Et Kervégan. vice-président au CNAM, l'UNICNAM, Et l'UNICNAM également aussi, et, vice-président. et bien d'autres. Hein. Et puis également aussi dans la réserve citoyenne de la gendarmerie, comme je suis colonel. Donc voilà. Alors, comment on peut développer cette passion justement auprès dans les associations? Parce que toi, tu es passionné naturellement. Mm. Mais comment on peut le faire, cette passion? Comment on peut la développer? On peut la développer parce que d'une part, j'étais sur Nantes depuis 2007. Et donc l'intérêt, c'est que ça permet de faire des réseaux. Alors les réseaux, ça se construit, ça se bâtit, et c'est au fil du temps. Et puis on finit par connaître plein de gens. Et puis ensuite, on t'appelle pour dire, bah tiens, il y a une association, est-ce que tu peux entrer, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et ça se passe comme ça. Mais d'une part, il faut aimer les gens, il faut être passionné, il faut être un homme ou une femme de réseau. Et c'est la condition de base, parce qu'une association, c'est pas pour la mettre sous la lanterne, c'est pour la faire rayonner. Voilà. Et en quoi ça peut contribuer à l'épanouissement d'un individu à participer comme ça à un événement, à une nation? Pour ma part, moi, je viens d'un milieu modeste, hein, donc il n'y a pas de honte à ça, au contraire, je suis même très fier. Et puis d'autre part, moi, quand on a une carrière professionnelle qu'on peut considérer comme particulièrement bien réussie, hein, donc c'est de dire on peut redonner également aussi aux autres un petit peu de ses connaissances, de ses capacités. Je pense que c'est le besoin de partage, c'est le besoin d'aider également aussi. Puisqu'on est à la Maison de l'Europe ici, quelles sont les valeurs européennes qui te tiennent à cœur, que tu veux développer?
Ben, d'une part, l'Europe, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné, l'international aussi, pour l'avoir pratiqué professionnellement. De plus, bon, je suis également aussi le consul de Hongrie pour le Grand Ouest, donc ça permet de dire, bon, la tâche européenne est forte. Et dans un monde qui est très instable, politiquement, géopolitiquement, je crois qu'il est important de dire, voilà, je fais quelque chose, je m'intéresse à l'Europe. Et d'autre part, on voit que les petits pas, je vois, étant à la Maison de l'Europe, c'est tous les jeunes qu'on envoie en Erasmus. C'est toute cette solidarité européenne qu'on crée petit à petit. Voilà. Mais en quoi ça peut avoir un impact sur la communauté nantaise d'être à la Maison de l'Europe? D'une part, comme disent un certain nombre d'élus de Nantes, la Maison de l'Europe, c'est le bateau amiral de l'Europe à Nantes. Alors, donc c'est bateau amiral, donc ça veut dire, ça signe bien. D'une part, on est ici à Nantes, sur l'île de Nantes, dans un quartier complètement en création, sur un espace de 1200 mètres carrés qui est mis à disposition par la Maison de l'Europe, dans lequel on trouve à la fois la Maison de l'Europe, mais on trouve également aussi des centres culturels. D'ailleurs, à côté de nous, là, actuellement, il y a des cours qui sont donnés, soit d'allemand, d'espagnol, d'anglais ou d'italien. Donc, voilà. Et puis, on accompagne beaucoup de jeunes. C'est une maison de passage. Il y a à peu près 15 000, 20 000 visiteurs tous les ans qui passent ici pour différentes raisons, des écoles, tout ça. Plus, on intervient également aussi dans les écoles pour donner l'acculturation européenne à nos jeunes. Je crois que c'est extrêmement important. Voilà. Quel défi que tu rencontres aujourd'hui pour que les personnes s'engagent dans une action comme la tienne, d'ailleurs, sans être président D'abord, est-ce que c'est satisfaisant, la situation actuelle? D'une part, alors, je vais déjà situer quand même le contexte dans lequel on est. La France, c'est à peu près 20-22 millions de bénévoles. Donc sur une population de 70 millions, donc on voit qu'un Français sur 3 est engagé dans le bénévolat. Quand je regarde les 22 millions, ça représente à peu près 600 000 ETP, emploi temps plein, ce qui n'est pas rien. Quand l'évaluation économique est faite, ça représente un budget de 1,7 milliard. Et sur la France, c'est pratiquement pas loin de 2 millions de personnes qui sont engagées dans les associations, qui est un autre budget également aussi de 40 milliards. Donc la première entreprise de France, c'est le bénévolat. Ah, d'accord. Bon, c'est très bien, déjà, on vient de le savoir. Et en termes de masse salariale, c'est pas très élevé en plus. Non, les bénévoles sont pas des gens qui demandent beaucoup de choses. Donc effectivement, d'une part, le bénévolat pas en soi, c'est de dire c'est la gratuité par définition. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de rémunération. D'autre part, donc, c'est également aussi un engagement dans lequel on peut entrer, on peut sortir quand on veut. Donc il n'y a aucune obligation, sauf de respecter les règles de la SOS. D'accord. Mais je crois qu'on avait discuté l'autre jour, tu me dis, bah oui, mais enfin, bon, il y a quand même des difficultés maintenant, il y a des défis à surmonter, justement. Oui, alors donc, le monde associatif est un monde qui est, d'une part, qui est difficile, qui a besoin également aussi de l'aide publique en termes de subventions pour pouvoir fonctionner, parce qu'on me dit qu'il n'y a pas de rémunération, mais néanmoins, il y a des actions à conduire. D'autre part, il y a également aussi tout le renouvellement du monde associatif, qui est un vrai sujet, qui est le vrai défi, dans lequel on trouve notamment parmi les jeunes qui s'engagent beaucoup, contrairement à ce qu'on peut dire, les jeunes, il y a une progression formidable de l'engagement des jeunes. L'autre aspect également aussi dans ce domaine-là, c'est de dire par contre des gens qui disent « je suis prêt à m'engager comme président, comme trésorier, comme secrétaire général », c'est de moins en moins vrai. Et ça, c'est une vraie difficulté à laquelle sont confrontées pratiquement toutes les associations. Et comment faire? Je dirais, il n'y a pas la solution, tout le monde réfléchit un petit peu. Quels conseils que tu pourrais donner, justement? Je ne sais pas s'il y a vraiment des conseils. D'une part, parce que le bénévolat, on le voit quand? On le voit chez les très jeunes, 15 ans, 18 ans, 20 ans. Après, on voit bien quand on a 18-20 ans, tout le monde le sait, il y a d'autres aventures qu'on peut avoir qui attirent. Alors, d'une part, il y a le plan personnel, mais il y a également aussi les études. On est dans une ville, on part ailleurs, donc on n'est plus disponible. Après, les gens reviennent parce qu'ils ont construit une famille, ils accompagnent les enfants au judo, au foot ou à autre chose. Et puis après, mais ils sont engagés faiblement. Et après, on les revoit quand ils commencent à avoir un peu de cheveux blancs. Donc voilà, c'est ça le bénévolat. Et le bénévolat, maintenant, les gens disent, donc effectivement, on veut une vie personnelle aussi, et on n'est pas prêt de consacrer des heures et des heures. Ah, oui. Voilà.
D'accord. Mais quand on a une planète passion comme la tienne qu'on vit au quotidien, ça peut être utile aussi pour des personnes qui veulent s'engager dans le bénévolat, c'est-à-dire. Alors, d'une part, je suis dans une autre structure également aussi. Je suis le président des comités des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif départemental et je suis le président délégué au niveau régional. Je pense que quand on est avec une équipe comme ça, je dirais, l'objet, c'est de les entraîner, c'est de leur donner des responsabilités, c'est de déléguer. Et certains vous disent, oui, moi je ne sais pas faire telle ou telle chose. On leur confie l'opération, on les aide dans un premier temps, et puis après ils prennent leur autonomie. L'objet, c'est d'aider à grandir. Très bien. Eh ben, c'est une belle perche. En fait, il leur faudrait un mentor. C'est peut-être un mentor, mais je fais le mentor pour répondre à Oui, voilà. Non, mais c'est ça. Je pense que quand on a été manager soi-même, voilà, on voit bien quelles sont les clés, les leviers pour que ça puisse fonctionner. Mais c'est vrai, mais je pense qu'il y a toujours un peu la crainte de dire je m'engage, je ne vais pas savoir faire, je vais faire. Et c'est là qu'il faut faire. Est-ce que ça ne serait pas justement de former davantage de mentors, des personnes comme toi ou d'autres, à la posture et à la façon d'accompagner des personnes qui sont prêts, mais qui ne vont pas y aller parce que par manque d'assurance. Et s'ils étaient accompagnés avec un mentor, eh ben, finalement, ils iraient peut-être plus et avec plus d'assurance. Non, mais je suis bien d'accord. Dans le monde associatif en particulier, parce que les gens, mais souvent, certains ont de très hautes formations, donc je dirais que les choses sont faciles. Ouais. Eux-mêmes ont été managers dans leur vie. Voilà, je suis également aussi le fondateur de la Fondation Agir contre l'exclusion à Nantes. Voilà, on trouve un conseil d'administration qu'avec des dirigeants d'entreprise. Donc les choses sont extrêmement simples. Dans d'autres associations, les gens qui viennent, et ce n'est pas péjoratif, de la base, mais qui ont envie de s'engager. Par contre, ceux-là, il faut les aider à faire grandir. Et donc, il y a une partie d'appréhension pendant un certain nombre de mois, voire années, avant qu'ils s'engagent réellement. D'accord. Et on en a besoin. Et donc, c'est pour ça que peut-être du mentoring, ça serait peut-être bien. Ouais. Ça serait pas mal, merci. D'ailleurs, on a une action commune. On a une action commune. Voilà. Une action commune. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter justement sur ton parcours, sur ton parcours associatif, quelque chose qui t'a marqué? Je crois que le parcours associatif, l'une des premières choses que j'ai faites, c'était dans le domaine du sport, dans la randonnée, le tennis féminin, le tournoi international féminin. Bon, je l'ai fait à Vertou, ici, qui est à côté. Voilà. Et je trouve d'ailleurs encore des jeunes filles qu'on a vues, qui étaient à ce moment-là teenagers, même un peu moins presque, et que maintenant je retrouve sur le circuit international. Donc ça, c'est des choses intéressantes. On les a vues grandir. Et je me rappelle une grande joueuse professionnelle qu'on a vue sur le cours me disait un jour, comme j'étais le sponsor principal, est-ce que je peux prendre un bonbon ? Voilà. Et donc, je l'ai revue après, donc c'est devenu une joueuse célèbre. Donc voilà. Quel conseil que tu pourrais donner à toutes ces personnes qui n'osent pas, qui sont prêts, parce que moi, tu vois, je me suis mis dans le monde associatif aussi, on participe à quelques actions communes, le CNAM, Kervégan, etc. Mais à des moments, je n'osais pas. Et à ces personnes-là, quel message que tu voudrais leur donner Je pense que dans toute organisation, il faut être extrêmement clair, il faut être extrêmement précis sur les fonctions des uns et des autres. Ça veut dire que si on est un peu dans le flou, tout le monde fait un petit peu tout, on ne s'en sort pas. Il faut des choses très précises, il faut les accompagner, mais quand les missions sont bien définies, quand on est secrétaire général, on ne fait pas tout. On n'est pas responsable de la communication, on n'est pas responsable de tout. Chacun a son métier, sa spécialisation. Par contre, on travaille en transverse. Oui, mais tu parles, excuse-moi, c'est intéressant ce que tu dis, mais tu parles de ceux qui sont déjà dans l'association. Oui, mais... Moi, je te parle de ceux qui ne sont pas encore arrivés. Comment les attirer? Comment leur donner cette envie? Comment le... je pense qu'il n'y a qu'à regarder. Le déclic. Non, mais allons dans toutes les assemblées générales, et j'en fais un paquet d'assemblées générales. Les présidents ou les responsables des associations ne cessent de dire « si vous voulez vous engager, engagez-vous ». Quand les adhérents sont là, présents, puisqu'ils viennent à l'assemblée générale, on voit peu de doigts se lever, peu s'engagent. Parce qu'il faut voir aussi les contraintes. Notamment quand on commence à avoir un peu les cheveux blancs,
Bon, déjà, la vie familiale, on veut respirer aussi. Bon, les gens veulent peut-être pas passer des heures et des heures dans une assoce. Il y a les enfants qui sont là aussi. Quand on est à cet âge-là aussi, bien souvent, on s'occupe de ses parents qui sont âgés. Voilà, il faut faire tout. C'est là qu'on voit que le monde du senior est un monde difficile. Et je le vois bien dans la Fondation Agir contre l'exclusion. Quand on demande à certains, ils disent « mais oui, mais on a tellement de contraintes en dehors de ça que c'est difficile de nous engager ». Et donc les jeunes, ça va bien. Les moyens jeunes ou la tranche d'âge, ils ne sont pas disponibles. Est-ce que je peux te faire une proposition, moi? Une suggestion? Dans la mesure où elle est honnête, oui, bien sûr. j'accepte tout. Non, mais est-ce que dans ces cas-là, tu disais dans les assemblées, personne ne lève le doigt. Mais avant l'assemblée, il y a forcément des personnes que vous avez identifiées. Mais bien sûr. Et donc, est-ce que ça ne serait pas le moment d'aller le voir avant, avec le mentor présumé qui pourrait accompagner cette personne, de dire, bon, moi je vais t'accompagner là-dessus pour passer le relais ou pour t'accompagner, et voilà, je serai à côté de toi. Peut-être qu'il y aurait peut-être plus de personnes. Non, mais je vais te répondre, bien sûr. Quand on est dans une association, on voit bien les gens qui pourraient s'engager. Et le téléphone a sonné avant. D'accord. Et souvent, par contre, ils ne se déclarent pas ce jour-là, mais après, un jour ou deux après, on les voit venir. D'accord, très bien. Merci. Et toi-même, est-ce que tu as eu un mentor dans ta vie professionnelle? Ou une personne inspirante, peut-être, qui t'a, à un moment, aidé à grandir? Oui, on voit que le sens de l'engagement... moi, j'ai été en poste à Rennes, notamment, à un moment dans ma carrière, et je rencontrais souvent... et ce n'est pas une approche politique, il faut être extrêmement clair. J'ai rencontré plusieurs fois le maire de Rennes, qui s'appelait Edmond Hervé. Et je suis allé plusieurs fois chez lui, il me disait, parce que je m'occupais également aussi du métro, il me disait, je n'ai plus de majorité, j'ai mon opposition contre moi, mais il dit, je travaille pour le siècle. Ma vision de la réalisation, c'est le siècle. Et je dirais que c'est quelque chose qui m'est resté, de voir un homme politique, quel qu'il soit, peu importe ses opinions, mais de dire ce que je fais pour la collectivité dans laquelle je suis, je vais faire un métro qui sera là encore dans un siècle. Moi, je dis, quand on a une vision comme ça, c'est très inspirant. Et on a besoin de gens qui vous inspirent, qui donnent le chemin. Voilà. Eh ben, c'est très bien. Je vais finir justement cette fameuse phrase, citation de Ralph Waldo Emerson, le philosophe américain, qui va dans ce sens, puisqu'il dit « N'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace ». Exactement. Et je vous dirai à très bientôt pour une nouvelle trace inspirante. Et merci Louis pour cet échange. Et merci à Maison de l'Europe de nous avoir invités. D'accord. Et je dirais que sur le bénévolat, je prendrai une phrase de Jean de la Bruyère. Il y a le plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l'on vient de donner. Et je continuerai par celle de Romain Gary qui disait « On ne peut rien faire de mieux comme bénévole que d'aider à rêver ». Ben, tout est dit. Merci Louis.